Bonjour et bienvenue à l'Institut Raphaël pour la première table ronde sur le thème du sport et de la santé, une table ronde organisée conjointement par l'Institut Raphaël, bien évidemment, qui nous reçoit, qui a la gentillesse de nous recevoir, et la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Pourquoi maintenant? Eh bien parce que Octobre Rose, bien évidemment, cette campagne mondiale de sensibilisation au dépistage pour le cancer de sein. Donc on s'est dit que c'était le bon moment de faire une petite table ronde autour de ce thème du sport et de la santé. Parole évidemment à notre hôte pour commencer cette table ronde, Alain Toledano, président fondateur de l'Institut Raphaël. Dites-nous tout, l'Institut Raphaël, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors d'abord, bienvenue à la Fédération, à ses représentants, à sa direction. On est très heureux de vous accueillir. Je pense qu'on porte les mêmes valeurs. Alors c'est quoi l'Institut Raphaël? Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Ici, on va cohabiter des acteurs médicaux et des non-médecins ensemble pour s'occuper de patients. Alors on a 40 disciplines, 90 soignants, des professeurs d'activité physique adaptée, des kinésithérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, psychomotriciens, sophrologues, sexologues. 40 disciplines, on ne va pas toutes les énumérer. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien on va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui sont orientés vers la nutrition, l'activité physique, la gestion des émotions, le bien-être et le retour à l'emploi. Et on veut montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Donc on va offrir gratuitement tous ces parcours aux patients pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors on a ouvert l'Institut Raphaël il y a maintenant presque 6 ans. Et on a offert 87 000 soins évalués à près de 4 700 nouveaux patients. Et on a montré ainsi qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, par exemple. On diminue de tout autant le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés. On diminue les troubles du transit, les troubles du sommeil, tout ça en s'occupant des patients. Au début, on a commencé avec des patients atteints de cancer, pendant et après les traitements. Mais rapidement, on s'est occupé des aidants et maintenant, on a un programme depuis 3 ans, maladie chronique, et on a les mêmes résultats finalement, quelle que soit la maladie. Et autour de la motivation, de l'activité physique, des activités de prévention dont on discutera, je pense qu'on partage avec la Fédération les mêmes valeurs. C'était important qu'on puisse vous accueillir. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, ça donne envie, évidemment, aujourd'hui. On fera un petit focus sur le sport, notamment sur l'activité physique. Marilyn Colombo, présidente de cette Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Parlez-nous un petit peu de votre fédération, parce que vous êtes une très grosse fédération, hein. Alors, c'est déjà un challenge de devoir décliner l'acronyme de la fédération, donc bravo. En tout cas, merci de nous accueillir dans ces locaux. On a un point commun, effectivement, dans cette fédération avec l'Institut Raphaël, c'est cet individu qu'on met au centre de toutes nos préoccupations. Voilà. Et toute notre stratégie est construite autour. Alors, c'est une fédération qui existe depuis très longtemps, depuis 1888, créée à la base par le docteur Tissier, qui était un petit peu opposé quand même, puisqu'on est dans l'actualité encore, à Pierre de Coubertin, qui avait cette idée de créer l'olympisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Docteur Tissier était plus sur justement l'individu, comment on le prend, comment on l'accompagne pour progresser grâce à l'activité physique. Alors c'est une fédération qui aujourd'hui compte 445 000 licenciés, pas loin de 4 500 clubs, avec un âge médian de 58 ans. Voilà. Donc c'est quand même une fédération jeune parmi ses licenciés, même si elle est relativement ancienne, et on propose un certain nombre d'activités. On a une quarantaine d'activités déjà ciblées et encadrées par des professionnels qui sont tous formés, puisqu'on a 17 organismes de formation certifiés Calliope sur tout le territoire. Donc on est présent en métropole, mais aussi outre-mer. C'est important de ne pas oublier nos amis ultramarins. Et donc, ces professionnels offrent ces activités en salle, à l'extérieur. Et on a développé depuis le Covid, on a innové aussi, puisqu'on a développé la possibilité d'avoir des programmes accessibles en ligne depuis chez soi, justement pour être au plus près et en proximité avec les besoins de toute la population. Alors les besoins, on les connaît en termes en tout cas de lutte contre la sédentarité. Aujourd'hui, 2 publics cibles, les seniors, les enfants. Et il y a vraiment un enjeu d'éducation, et ce terme est bien noté dans notre acronyme, éducation physique, comment on accompagne chaque individu à améliorer, ou en tout cas à intégrer ses habitudes de vie
pour un mode de vie sain au quotidien. Donc pour nous, c'était important, et surtout sur cette période aussi d'Octobre Rose, puisqu'on a un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche en activité physique et santé, qui a développé en 2011, si ma mémoire est bonne, 2011, un programme validé par des recherches scientifiques, par la commission médicale interne, un programme d'activité spécifique, gym après cancer, qui va s'occuper exclusivement des femmes touchées d'un cancer du sein. Alors ces femmes sont au cœur de nos stratégies aussi de développement fédéral, puisqu'on a une représentation de 93% de femmes licenciées dans cette fédération. Donc c'est assez exceptionnel, en tout cas dans le mouvement sportif. C'est mieux que l'équitation, qui a la réputation d'être la fédération la plus féminine, donc vous êtes encore au-dessus. Voilà. Parce que je crois que vous êtes la première fédération française de sport non compétitive. Tout à fait. Ça. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on vous définit. En plus, vous faites mieux que Tintin, parce que Tintin, c'est de 7 à 77 ans, et vous prenez de 9 mois à 99 ans. Effectivement. Et je crois même que vous avez battu un record. Alors oui, on a battu un record, puisqu'on a une centenaire qui est licenciée et très active, voilà, qui est autonome aussi. Donc c'est important de prouver et de démontrer que l'activité physique, et conjointement avec d'autres soins qu'on va voir tout à l'heure, peut permettre de vivre plus longtemps, mais de vivre dans de bonnes conditions, en bonne santé. Et nous, on parle beaucoup de santé physique, mais on n'oublie pas la santé mentale et la santé sociale, parce que ce sont des activités souvent collectives. Et on sait que la motivation dans un groupe est aussi importante, en tout cas dans ces activités, pour se maintenir en bonne santé. Je crois que vous allez bien vous entendre avec l'Institut Raphaël, parce qu'il y a beaucoup de termes communs aux deux entités. Émilie Martineau, fédération française aussi, vous faites partie de la fédération. Expliquez-nous un petit peu votre rôle à la fédération. Alors, mon rôle, moi je fais partie de la direction technique. Attention, c'est un grand mot. N'ayez pas peur, c'est bien aussi. On est technicien de l'activité physique en fait, et mon rôle à moi, eh bien, on m'a confié la mission de développer le sport santé pour la fédération et l'activité physique adaptée, ce qui est ma spécialité un petit peu sur le sujet. Donc effectivement, mon rôle à moi, c'est de pouvoir coordonner sur tout le territoire pour la fédération le développement du sport santé, donc l'activité physique du 9 mois jusqu'au plus de 100 ans, puisqu'on a dépassé le record. Dans la globalité, on est vraiment sur aussi bien de la prévention primaire que via nos spécialisations en maladies chroniques, prévention tertiaire et secondaire. Et voilà mes spécialités. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler d'Octobre Rose et de la pathologie du cancer. Voilà, parce que pour vous donner un petit peu les coulisses de la préparation, Émilie, elle est à fond. Elle est super pointue sur plein de sujets. Donc on va passer un bon moment. Et puis Philippe Chérion, alors vous avez un peu double casquette. Ouais, merci Pascal. Alors, en effet, je suis à la fois à côté de ma présidente, puisque je suis coach sportif au sein de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Donc j'interviens dans des cours de fitness auprès d'une population qui sont des sportifs et des pratiquantes parisiens me concernant. Et je suis également à côté de mon autre président, Alain Toledano, puisque je suis coach sportif au sein de l'Institut. Je fais partie de l'équipe qu'Alain Toledano nous présentait, du pôle locomoteur, où là, j'ai une activité finalement assez proche, mais qui tient compte des spécificités des pratiquants et des patients de l'Institut Raphaël atteints de cancer ou de maladies chroniques. Donc j'ai la chance de pouvoir exercer dans deux univers différents qui, en effet, ont beaucoup de points communs. Pascal. Écoutez, voilà, tout le monde va bien s'accorder, on va passer un bon moment. Alain, on est sur un peu la thématique Octobre Rose, cancer du sein. Au niveau des thérapies, on en est où si on devait faire un petit point avec quelques chiffres et les avancées de la médecine aussi? C'est bien de mettre en avant un mois par an le cancer du sein, sachant que tous les patients atteints de cancer ne sont pas forcément aussi représentés sur le plan médiatique. Donc le cancer du sein, il va tracter un petit peu tous les autres cancers. Et on sait qu'en France, il y a 450 000 nouveaux cas de cancer par an. Quand on prend le cancer du sein, c'est entre 50 et 60 000 nouveaux cas par an. C'est une femme sur 8. Mais à l'échelle du monde, c'est plus d'1 million de femmes. Donc c'est un vrai problème de santé publique qu'on va résoudre, puisque si vous diagnostiquez aujourd'hui un cancer du sein à un stade précoce, grâce au programme de dépistage, eh bien c'est plus de 95% de chances de guérison dans les 10 prochaines années, et souvent avec des traitements qu'on a allégés, des patientes qui vivent normalement. Donc c'est un appel pour se faire dépister avant de passer le traitement, parler du traitement, parce qu'aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir un dépistage organisé, accessible à tous,
Et encore, malheureusement, 50% des femmes qui ne le font pas. Alors moi, je préfère dire déjà 50% des femmes qui le font, mais incitez toutes les femmes que vous connaissez à se faire dépister. Il y a 1% d'hommes aussi, c'est ça, je crois, la stat? 1% d'hommes atteints de cancer du sein, ça doit prendre 1% de notre discussion. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait le caser, hein, voilà. Voilà. Alors effectivement, on a l'habitude de parler des traitements, c'était votre question Pascal, parce qu'effectivement, les traitements portent l'espoir. Et quand on a fait face à un cancer, les deux thématiques, c'est comment on gère l'incertitude et comment on cherche l'espoir. Donc on va parler des traitements. Alors il y en a plusieurs. D'abord la chirurgie. Vous savez qu'aujourd'hui, les progrès de la chirurgie, d'abord ça a été de conserver le sein et pas forcément d'enlever le sein. On arrive à conserver dans plus de 80% des cas le sein des femmes. Et pour leur image corporelle, pour leur sexualité, pour leur féminité, c'est important. Il y a encore des femmes qui veulent enlever le sein, mais ce n'est pas la majorité. Et donc conserver le sein, c'est bien, mais le conserver et que le sein reste joli, c'est important. Donc c'est des techniques de chirurgie qu'on appelle oncoplastique. On a fait d'immenses progrès pour la conservation du sein, pour éviter aussi pour nos sportifs d'avoir ce qu'on appelle le gros bras et de faire ce qu'on appelle des curages ganglionnaires, d'enlever les ganglions lymphatiques pour voir si la maladie s'est propagée du sein au ganglion. Donc on fait des chirurgies qui sont minimalistes sur les selles, ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, où on va prélever que quelques ganglions ciblés, et du coup il y a moins de gros bras, et pour faire du sport et pour ces mouvements, c'est beaucoup mieux pour les femmes. Donc ça me paraissait important de le raconter en chirurgie. Ensuite, on a toujours dans le traitement local du cancer du sein ce qu'on appelle la radiothérapie. C'est des rayons X transparents qui font pas mal, une énergie qu'on délivre sur un volume. C'est parce qu'on fait de la radiothérapie sur le sein qu'on peut s'autoriser à conserver le sein, parce qu'on va détruire d'éventuelles cellules microscopiques qui restent. Et du coup, on vit aussi bien et aussi longtemps avec un sein conservé qui a eu une chirurgie et de la radiothérapie qu'un sein qui aurait été enlevé. Alors bien sûr, il y a des cas de femmes qui ont plusieurs cancers dans le même sein où on est obligé d'enlever le sein. Mais là aussi, on a fait d'énormes progrès puisqu'il y a de la reconstruction mammaire et qui est proposée à toutes les femmes. Et donc ça, ce sont des progrès majeurs. Enfin, on va parler des médicaments. Bien sûr qu'on va vouloir diminuer le risque que la maladie n'aille se loger ailleurs dans le corps. Et 70% des cancers du sein sont sensibles aux hormones. Donc on donne des hormonothérapies par comprimé. C'est des médicaments qui vont diminuer le taux d'hormones de la femme et donc le risque que la maladie ne revienne. Et pour tous nos sportifs, c'est là où on a un enjeu ensemble. Pourquoi ? Parce que parfois, en déstabilisant les hormones de la femme, on peut avoir une prise de poids, modérée certes, mais on peut. On peut avoir des douleurs articulaires et on sait qu'en bougeant, on en a moins. Et on sait qu'on diminue les risques cardiovasculaires, on diminue les risques de cancer du sein si pour toutes ces femmes, on commence à avoir une activité physique adaptée et régulière. On a encore des chimiothérapies, mais elles sont de plus en plus ciblées, avec des thérapies adaptées. On ne s'étendra pas. Mais c'est pour dire qu'à chaque étape, on progresse, et c'est pour porter cet espoir, mais ce n'est pas tout, les progrès de la médecine. Pour être fort en santé pour chaque patiente, il faut aller bien au-delà. Et justement, on va écarter, c'est ce que fait l'Institut Raphael exactement avec, vous l'avez dit en préambule, de nombreuses disciplines. Il y a même de l'art, la culture, etc., le sport. C'est vraiment une vision très très large, hein, une globalité. Oui. Notre objectif, mais on a le même, on en discutait avant l'émission, c'est pas de s'occuper de la maladie des patients, mais de la santé. Et c'est quoi la santé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en bonne santé? La santé, ce n'est pas que l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas le silence des organes. Mais la santé, elle va se composer de la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé sociale, et puis la santé culturelle, parce que vous avez entendu qu'on ouvrait un département de santé culturelle. Et donc, c'est effectivement l'intégration de toutes ces dimensions de la santé intégrative, qui va être notre sujet à l'Institut Raphael. C'est des choses qui vous parlent, Marilyn, cette santé, vos licenciés, vos plus de 400 000 licenciés, c'est ce qu'ils viennent chercher dans vos clubs? Oui, tout à fait. En fait, notre préoccupation, c'est vraiment prendre l'individu dans son environnement. Et l'environnement, il y a effectivement de la culture, il y a une famille, il y a un travail, il y a des relations sociales. Et comment on permet à cet individu de progresser dans toutes ces étapes de la vie, finalement, qu'on soit un homme ou une femme. Hein, mais c'est vrai que nous, on s'intéresse plus aux femmes par l'évolution de la fédération. Mais en tout cas, c'est développer des activités qui lui permettent de progresser dans tous ces domaines.
Émilie, quel est l'accueil dans la fédération quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit qu'il a un cancer, par exemple? C'est quoi la suite? L'accueil va être le même que pour toute personne qui va venir à la fédération, c'est-à-dire que notre premier objectif, ça va être de le sortir de la sédentarité, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas et si c'est quelqu'un qui a un cancer, il peut avoir peur de revenir à l'activité physique, il se sent fragilisé, etc. Donc il cherche de l'activité physique adaptée. La première chose qu'on va faire, c'est le connaître. Quelle est sa condition physique? Quelle est sa motivation? De comprendre en fait pourquoi il vient nous voir, parce que du coup, comme on est multi-activité, du coup, les activités deviennent des outils au service de l'éducateur sportif, mais Philippe en parlera mieux que moi. Et ces outils-là permettent de répondre à l'envie, avant tout, du pratiquant. Et avec cette envie, on va jouer dessus pour essayer de l'amener vers ce qu'on appelle les recommandations en activité physique, qu'il soit bien portant ou qu'il ait une pathologie. C'est de coller vers ces recommandations tout en maintenant sa motivation. Et on a, nous aussi, cette volonté d'être dans la systémie. Donc notre cœur de métier, c'est l'activité physique. Mais après, notre objectif, c'est quand même de lui apporter de l'information, parce que nous ne sommes pas des professionnels de santé, mais la Commission médicale fédérale nous aide à créer des outils pour amener de l'information sur l'alimentation, le stress, le sommeil, parce qu'on sait que c'est la globalité de la santé qui va amener une vraie avancée pour le pratiquant qui vient chercher l'activité physique, mais qui va dire « Ah tiens, c'est comme ça que je pourrais mieux manger. Puis c'est vrai que je dors mieux, parce qu'avec l'activité physique, je dors mieux, mais je pourrais optimiser aussi comme ça, et puis j'ai moins de stress. » Parce qu'on est dans de la prévention primaire. Évidemment, bien sûr, les personnes qui viennent avec une pathologie, on va les prendre en charge de la même façon, mais on travaille vraiment sur ces trois pans-là, et donc du coup, on est aussi dans la systémie. Et justement, les gens qui sont dans vos clubs et qui ont la révélation du cancer, est-ce qu'ils viennent parfois vous voir en disant « il faut que j'arrête le sport, je suis malade ». Non, ils viennent souvent plutôt j'ai envie de faire de l'activité physique, mais je ne sais pas trop comment faire parce que j'ai la crainte. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai la crainte? Alors, il y en a qui viennent sur prescription médicale, il y en a qui viennent avec juste des questions. Et nous, on est là pour les rassurer, justement. D'abord parce qu'on a des éducateurs formés spécifiquement. Ça fait plus de 15 ans maintenant que nos éducateurs ont la possibilité de se spécialiser dans la gym après cancer, donc après diagnostic. Bien avant l'avènement du sport sur ordonnance, on s'est spécialisé. Donc, on a des animateurs formés, donc c'est assez rassurant de savoir qu'ils sont pris en charge par des professionnels de l'activité physique adaptée. Et on va les aiguiller en fonction de leur envie, encore une fois, parce qu'on veut les garder et les amener à pratiquer au quotidien, à les éduquer pour que même en dehors de nos cours, ils continuent à avoir une vie active. Philippe, vous faites partie de ces professionnels. Vous traitez, je fais un peu de provocation exprès, traitez différemment quelqu'un qui est malade de quelqu'un qui n'est pas malade? On a beaucoup parlé de la globalité de la prise en charge et je crois que ce terme est en effet extrêmement important. Dans mes cours de gymnastique, en dehors de l'Institut Raphaël, mais avec la fédération, il n'y a pas une année où je n'ai pas une pratiquante qui sera rattrapée par le cancer du sein. Faut le savoir. Donc, vous avez déjà une partie de la réponse dans cet exemple. Aujourd'hui, pratiquer le sport, ce n'est pas que lutter contre la maladie ou que se faire plaisir. C'est finalement cette vision globale de prendre soin de soi. Alors oui, les traitements qui permettent de soigner le cancer sont agressifs, même s'ils ont fait beaucoup de progrès, et ça va nécessiter une activité physique qui va permettre finalement, point par point, de diminuer certains effets secondaires du traitement. Par exemple, la radiothérapie, les brûlures, je vais être obligé d'en tenir compte, évidemment, dans l'exercice. La chirurgie du sein va forcément limiter l'amplitude au niveau de l'épaule. Donc oui, je vais en tenir compte durant les exercices, mais au bout du compte, les exercices seront exactement les mêmes. On parlait... Je crois, Marine, c'est vous qui en parlez de l'effet de groupe. C'est une force colossale. Le cancer, c'est un combat face à soi-même. On est sur le ring, on est seul, très clairement. Mais on n'est pas si seul que ça. Et au sein d'une séance de gymnastique, de fitness, de sport, d'activité physique, il y a vraiment un esprit collectif, une force collective qui est extraordinaire. Chacun vient avec ses motivations, chacun vient avec ses limitations, mais au bout du compte, tout le monde va repartir en ayant partagé un moment fort et surtout en ayant envie de revenir. Ça, c'est un point extrêmement important, on en reparlera. L'intérêt du sport santé, c'est véritablement d'ancrer une habitude sportive dans son hygiène de vie, dans son quotidien. Et pour ma part, mon métier, je finirai ma réponse sur ce point-là, c'est de permettre aux pratiquants de trouver du plaisir. Et je vais le dire parce que je pense que c'est important de le dire. Moi, le travail est fini quand on me dit le cancer, pour moi, a été un révélateur
pas que de la maladie, mais surtout d'un changement de vie où je prends en compte ma santé au même titre que d'autres dimensions de ma vie. Écoutez, voilà, c'est une belle philosophie en tout cas. Médicalement, forcément je me tourne vers vous, Alain, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait du sport et quels effets, quels impacts sur la maladie? Je comprends qu'on ait besoin de crédibiliser médicalement le plaisir qu'on ressent en faisant du sport, mais le plaisir en soi peut être un objectif de vie. Ceci dit, médicalisons un peu, il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr que ça va être important à tous les niveaux. Au niveau mental et cérébral, le déclin des fonctions cognitives, les démences et tout un tas de maladies peut ralentir parce qu'on est en activité, parce qu'on est en mouvement. Donc, à une époque où on parle de maladie d'Alzheimer, de démence et de santé de nos aînés, si on mettait plus de gens au sport, on aurait moins de problèmes à un âge plus avancé. Ça, c'est la première chose. Sur le plan biologique, vous pouvez tout à fait parler de la sécrétion de ces fameuses endorphines, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs qui permettent de stimuler les signaux et les influx nerveux. Bien sûr que ça va donner du plaisir, limiter le stress, réguler le sommeil, réguler le taux de cortisone, les sucres qui vont pouvoir permettre de stocker les graisses, ne pas être diabétique pour ceux qui devaient l'être. On a des centaines de bienfaits. On va avoir aussi, quand un muscle travaille, une action anti-cancer. Pour les gens qui ont eu un cancer, ça diminue le risque de rechute, mais pour les gens qui n'en ont jamais eu, ça peut avoir un effet protecteur de faire du sport. Et vous devez vous dire, comme chacun d'entre nous, que 40% des cancers sont évitables. Et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, même si on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Et tout ça si on travaille sur l'activité physique, naturellement, mais également le tabac, l'alcool et le surpoids. Donc aujourd'hui, justifier médicalement des bienfaits du sport, c'est important, mais donner le goût de l'effort, trouver les éléments de motivation, arriver à retrouver du plaisir, faire en sorte que ce soit une hygiène de vie, c'est au moins aussi important. Donc il faut des équipes médicales et un rationnel médical, mais il faut surtout des gens à qui ça fait plaisir de s'engager pour faire plaisir aux autres. Donc il y a une chaîne humaine à construire, et il ne faut pas que la médecine préempte la santé. La santé, c'est l'affaire de tous. Quand on est un acteur du sport, on est un acteur de santé. On n'a pas besoin d'être médecin pour être un acteur de santé. Il faut des médecins, naturellement, mais il faut aussi des gens qui savent motiver les autres. Et donc c'est la chaîne, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Alors, vous avez parlé des muscles qui sécrètent plein de choses. Je vois Émilie qui sourit parce qu'elle m'avait glissé. Elle aime les muscles. Ouais, elle aime les muscles. Et surtout, elle aime les myokines. Parce qu'elle m'a dit, il faut poser une question sur les myokines. Voilà, vous savez tout sur les coulisses. Non, mais incarner, faire incarner. Alors on a tout un tas de protéines, des cytokines qui agissent sur les cellules. Après, vous prenez le suffixe, le préfixe, vous changez les myokines. Il y a des protéines fabriquées par le muscle qui influent sur le fonctionnement du corps. On va poser une question. Est-ce que vous êtes programmé par votre environnement ou est-ce que vous êtes programmé à la base ou façonné par votre environnement? Est-ce que tout ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est quelque chose de déterminé qui a été écrit à l'avance dans vos gènes? Ou est-ce que c'est votre vie et votre histoire qui va faire que votre santé va s'orienter d'une manière ou d'une autre? C'est un peu des deux. On n'est pas que programmé génétiquement. Entre deux frères jumeaux, un qui fait du sport et un qui ne fait pas de sport, qui ont le même programme génétique, on va avoir des vies différentes. Parce qu'on peut influer sur nos gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. On va réguler nos gènes. Et donc en faisant du sport, on va fabriquer des protéines qui vont influer sur la régulation de tous nos processus internes. C'est-à-dire que si vous avez une cellule qui était en voie de pré-cancérisation, c'est-à-dire qui se met un peu à déconner, voilà, en langage courant, eh bien on peut parfois réverser ce processus parce qu'on mange correctement, parce qu'on évite les addictions alcool, tabac, etc. Et surtout parce qu'on fait du sport. Et c'est pour ça que le sport prévient du cancer, et c'est pour ça que c'est un médicament qui devrait être remboursé à bonne échelle. Voilà, le message est passé. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Ça veut dire que si on fait un minimum attention à bien manger, dormir suffisamment, gérer son stress, et l'activité physique, en plus, aide à tout ça, alors on peut inverser un potentiel programme génétique. C'est incroyable.
Merci, moi j'adore. Voilà. Ah oui. Bah, Vous avez fait une heureuse, Alain. C'est pas mauvais, ça a été fait bien plus haut. Hein, on est tous nés comme ça. Mais c'est important parce que si les gens pensent que de toutes les façons, fatalement, il va leur arriver ce qui devait leur arriver, alors ils ne se prendront pas en main. C'est pour ça que ces connaissances, elles viennent rentrer dans une forme de logique. À force de l'entendre, les gens ils vont se dire, bon, ça peut ne pas être une fatalité pour moi d'être malade. Parce qu'un accident cardiovasculaire, ça peut être minime et transitoire. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un AVC, ce fameux AVC qui ne bouge plus dans son lit. Ça coûte la vie des familles, la vie des gens, le moral des troupes. Mais ça coûte 1 million d'euros aussi à la société. Quand on sait que dans 80% des cas, si avant, on a eu une bonne éducation alimentaire, hygiène de vie, du sport, qu'en plus on a pris plaisir à faire ce sport et qu'on peut prévenir des AVC, pas que du cancer, ben alors à ce moment-là, peut-être qu'on va mieux investir dans nos infrastructures, dans des programmes d'accompagnement, dans tout ce coaching, mais avec une dimension santé. Il ne faut pas avoir peur de dire que les acteurs du sport sont des acteurs de la santé. Philippe, je vous ai vu acquiescer à tout ce que nous disait Alain. Oui, j'ai acquiescé et c'est intéressant de savoir aujourd'hui ou de comprendre aujourd'hui ce que nous nous doutions il y a encore quelques années. Le sport, c'est bon pour la santé. Alors, si vous nous écoutez, c'est que probablement vous pratiquez déjà du sport et on ne peut que vous encourager à continuer. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nous savons pourquoi. De plus en plus, en tout cas. Nous savons pourquoi pratiquer du sport est bon pour la santé. Et ce sera intéressant d'ailleurs d'expliquer ou d'expliciter les différentes pratiques de sport au passage. Les myokines. Émilie, bah oui, les myokines produites par les muscles, l'interleukine, pour n'en citer qu'une, il y en a plusieurs centaines, il faut le savoir. Toutes n'ont pas un intérêt pour la santé, mais l'interleukine va être un régulateur du processus inflammatoire. Les autres organes qui sont également mis en œuvre dans le processus de contraction musculaire vont également produire des molécules qui sont intéressantes sur le plan de la santé. Certaines vont être neuroprotectrices, d'autres vont pouvoir agir sur le microbiote, certaines sur le développement osseux. Bref, vous voyez que la pratique sportive, au bout du compte, va avoir des effets à distance de l'organe malade ou de la pathologie à laquelle on s'adresse. Alors après, on en reparlera probablement tout à l'heure, quel sport, dans quelle quantité, dans quelles limites également, sont des questions qui sont importantes. Être accompagné, c'est pas pour développer le plaisir, nous l'avons compris, la motivation, mais c'est aussi pour adapter la pratique à ce que nous recherchons vraiment, c'est-à-dire soigner le cancer. Vous voyez, quand on donne des cours de sport ou de fitness à l'Institut Raphaël ou à la Fédération, on a plein de choses en tête aussi, pas seulement des plans d'entraînement. Marilyn, vous êtes d'accord? C'est intéressant parce que Philippe, du coup, est un bel exemple de la professionnalisation de nos animateurs. Aujourd'hui, il y a des formations vraiment adaptées, très techniques au sein de la Fédération, avec la possibilité de faire aussi des compléments de formation. Et on a des profils comme ça très, très particuliers. Et je voulais revenir sur un point, en tout cas, qui nous différencie peut-être des autres fédérations, c'est cette pédagogie différenciée. C'est-à-dire que c'est inscrit dans l'ADN de tous nos animateurs, puisqu'ils l'apprennent dès la première semaine de formation. On ne parle pas sur un collectif de la même manière à tout le monde. Donc ils doivent être en capacité de s'adapter, quelle que soit sa pathologie, son âge, sa situation, son genre, voilà, à toutes les personnes qu'ils ont en face, toujours dans le but de les faire progresser. Et je trouve que Philippe, voilà, illustre bien cette dynamique interne qu'on développe en partenariat, bien sûr, grâce à l'expertise de la Direction technique nationale, puisqu'on s'appuie sur des professionnels de l'activité technique, pour le coup, dans toutes les fédérations sportives. Ce que je trouve tellement intéressant dans ce qu'on se dit là, c'est que nous, on est là, les techniciens, pour amener le côté professionnel des choses. Mais en fait, je crois que le plus important des messages qu'on pourrait faire passer là, c'est qu'on est en train de se dire que dans notre environnement aujourd'hui, avec la pollution, l'environnement, nos fruits et légumes qui ont moins de vitamines, le stress, la charge mentale, eh bien, s'il y a quelque chose sur lequel on a la main, c'est d'avoir la volonté de dire ben, je vais prendre soin de moi, c'est faire de l'activité physique, c'est manger correctement, c'est dormir. On a la main là-dessus. Et c'est notre rôle en tant qu'individu de se dire ben, oui, moi j'ai la main là-dessus. Et ça peut m'éviter énormément de problèmes de santé. Donc le premier pas, une activité physique. Je vais aller voir un professionnel qui va me dire comment faire parce que je ne sais pas comment faire. Et je me prends en main et je peux, moi, avoir l'action sur ma santé.
Je rebondis sur ce que vous dites, être acteur de sa santé. Et ça, c'est véritablement la révolution à laquelle nous devons, nous, professionnels de santé, faire face. Prouver, expliquer, mais également encourager et amener chacun à être acteur de sa santé aux côtés de professionnels que nous sommes. Alors, je pense que les mortalités évoluent énormément de nos jours, les messages passent. Néanmoins, quand on entend que 40% des cancers sont évitables, que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, qui sont, si je ne me trompe pas, les 2 premières causes de mortalité dans ce pays, bah oui, allons-y, allons-y. Et ça part de l'enfant en fait. Avoir des bonnes habitudes de vie, c'est notre rôle de l'inculquer à nos enfants aujourd'hui. Sortons-les des écrans, ils sont déjà assis toute la journée à l'école. C'est notre rôle de leur dire, ok, tu as été à l'école, c'était super, tu as appris plein de choses, maintenant on va bouger. Parce que bouger, c'est bon pour ta santé. Et c'est ludique, et c'est sympa. Et si on arrive à donner les habitudes de vie à nos enfants aujourd'hui, d'avoir le plaisir d'aller bouger, d'aller retrouver les copains dehors, ou d'inviter les copains à faire des activités à la maison, eh ben c'est un peu de temps en moins devant les écrans, c'est un peu de temps en moins qui mène au grignotage, parce que devant la télé, on aime bien grignoter. Et donc voilà, le petit chips ou le petit goûter devant la télé. Eh ben, c'est aussi notre rôle de parents, de grands-parents, de commencer maintenant à amener nos enfants à bouger. Parce que c'est les préserver du cancer à 40 ou 50 ans. Alain, vous êtes d'accord là-dessus, à l'Institut Raphaël? C'est des messages que vous faites passer à tous vos patients? Oui, non, mais non seulement je suis d'accord, mais je pense que vous faites très bien la promotion d'une innovation culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, le sport, c'était le sport des Jeux Olympiques. C'était une forme de sport performance. Avec les super Jeux Olympiques qu'on a vécu, tout le monde l'a en tête. Et ça, c'est génial. Et ça doit rester ce sport performance. Ensuite, on a eu le sport loisir. Et maintenant, arriver à amener la dimension sport santé pour tous, c'est vraiment une translation, une transformation culturelle. Et il faut que tous les acteurs le fassent ensemble. La deuxième histoire, pour nous, en médecine, vous savez, on est le pays au monde où il y a le plus de spécialités médicales. Il y en a 55. Il y en a 17 chez nos voisins, ils ne meurent pas plus tôt. Donc on travaille beaucoup en silo. On a besoin de nos expertises, mais on travaille en silo. On a besoin de fédérer, on a besoin de faire de la synthèse. Et on va le faire autour de ce qui est commun à tous, avec le patient au centre. Donc aujourd'hui, on est en train de réinventer une médecine des modes de vie. Alors de la même manière, quelqu'un qui a bien régulé sa tension parce qu'il fait du sport, mais qui habite sur le périphérique, il ouvre la fenêtre, au-dessus de 55 décibels, il y a une toxicité sonore. On augmente par 3 le risque cardiovasculaire. Et il y a 3 millions de Français qui vivent avec cette toxicité sonore. Donc nous aussi, en médecine, on doit apprendre à regarder autrement que la pression artérielle, les médicaments ou à l'intérieur de nos consultations. Il faut qu'on aille s'occuper des modes de vie, il faut qu'on aille s'occuper de l'environnement. Donc savoir si un patient fait ou pas de l'activité physique, quelle quantité, comment on peut l'aiguiller pour qu'il ait une motivation, qu'il soit accompagné, à la mesure aussi de ses fragilités, s'il a mal au dos, s'il y a eu un curage ganglionnaire pour une femme qui avait un cancer du sein. Mais il faut qu'on arrive à se préoccuper de ce qui se passe en dehors de notre consultation. Et est-ce qu'on peut en faire trop? Alors, si déjà on en faisait... je parle pas de si déjà on en faisait... Mais c'est... courbatures. Oui, mais il est évident qu'il ne faut pas friser l'épuisement, mais enfin, on n'en est pas là. Il y a quand même aujourd'hui une grande majorité des gens qui ne font pas de sport. Je crois qu'il y a 37 millions de Français inactifs, ou je ne sais pas quelle est la statistique. Après, il y a une forme d'autorégulation. C'est sûr que si vous mangez correctement, vous faites du sport, arrivé à un certain degré de fatigue, vous pouvez vous arrêter et reprendre la session le lendemain. Si chacun faisait ses 150 minutes par semaine d'activité physique modérée, mais avec une petite surcharge, où le cœur bat un peu plus, où les muscles travaillent un peu mieux, alors tout le pays serait en meilleure santé. Vous avez compris, 150 minutes par semaine, 2h30, c'est facile. Voilà. À caser, vous y arrivez. C'est une question d'organisation, souvent, on est d'accord? Et surtout tous les jours. Un petit peu. C'est ça qui est important aussi dans la régularité. Le professeur Carré l'illustre parfaitement en disant qu'il vaut mieux se brosser les dents quand même 2 fois par jour, le minimum, que 14 fois le samedi ou le dimanche. Voilà, on est quand même plus efficace à faire un petit peu tous les jours. Ouais, c'est important. Le vrai risque, c'est pas de faire trop de sport, c'est surtout de ne pas en faire assez. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'en faire trop. Il y a eu beaucoup d'études d'ailleurs sur ce sujet. Quelle est finalement la quantité de sport, comme si d'ailleurs on pouvait agréger le sport sur une entité. Les sports sont tellement vastes en termes de discipline que c'est pas si facile que ça d'additionner des minutes ou des fréquences cardiaques. Globalement, toutes les études montrent la même chose. Avant de dépasser ce seuil d'optimisation,
Va falloir y aller, ouais, va falloir y aller. Puis on parlait de fatigue. Vous avez parlé de fatigue à l'instant, et c'est vrai que la fatigue ressentie, c'est quelque chose contre laquelle on peut lutter grâce à l'activité physique. Il y a la fatigue mentale, on se sent souvent fatigué. Alors pareil, le professeur Carré dit souvent, les enfants aujourd'hui, ils disent « Oh non, j'ai la flemme » ou « j'ai dep », il disait. Et donc en fait, ces enfants qui ne bougent pas... Oui, j'apprends, avec mon fils. Et donc ces enfants qui passent leur vie plutôt sédentaire, les écrans, l'école, et quand on leur dit « il faut bouger », ils sont fatigués. Je reprends les propos du professeur Carré, mais effectivement, ça veut dire que ne rien faire, ça fatigue. L'activité physique permet de lutter contre la fatigue au quotidien. Il y a un super livre qui vient de sortir sur le sujet, dont un de nos médecins de la Commission fédérale, Dr David Dupin, Défatiguez-vous, oui, qui est très intéressant, que je vous invite à lire. Et ça fonctionne aussi dans les traitements, la lutte les traitements du cancer, pardon. On sait aujourd'hui que l'activité physique permet de réduire les symptômes qui sont liés aux effets secondaires des traitements, et notamment lutter contre la fatigue. Donc aujourd'hui, l'activité physique permet aussi d'éviter une certaine forme de fatigue. Et puis, quand on sait aujourd'hui, je crois que l'actualité nous a montré qu'on a un sportif qui est atteint de 2 cancers, dont des métastases aux os, qui a fini un Ironman hier. Exactement, il a fini, on est dans l'actu, fini 15h47, 62 ans, premier Ironman, il a 2 cancers, il s'est fait opérer, etc. Comme quoi, on peut quand même, bon, il était sportif à la base, quand même, voilà, il ne s'est pas mis au sport il y a 2 mois, mais tout est possible, voilà. Et le sport rend beaucoup de choses possibles, c'est ça l'idée. Dans la société de consommation dans laquelle on est, on vient souvent consommer du soin médical dans des cabinets médicaux. Et souvent, les patients, ils viennent, ils vous donnent leur corps à gérer, ils gardent leur esprit, et à un moment, ils souffrent, parce qu'ils ne sont pas forcément considérés ou entendus, et il y a une forme de dissociation. Si on assortit toutes les prises en charge thérapeutiques des maladies chroniques, il y a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques, au sport, on va se réapproprier son propre corps. On ne va faire qu'un entre son corps et son esprit. Retrouver son corps, c'est reprendre la main sur tout un tas de pans de la vie. Et on parlait du côté social, mais on parlait aussi de la santé sexuelle, on parlait du sommeil. Je ne parle pas que du coût d'économie pour la société, des centaines de milliards d'euros par an pour la France, dont on a bien besoin en ce moment. Mais c'est aussi une façon de ne pas mourir plus tôt que prévu. Pour ceux qui aiment bien l'économie, les cerveaux gauches, si on diminuait de 30% la mortalité évitable, prématurée dans les 10 ans, donc on parle de la mortalité évitable chez les moins de 70 ans, eh bien ça serait 10% de PIB en plus. C'est des centaines de milliards d'euros d'économie. Donc il s'agit de se faire plaisir, de retrouver de la vie sociale, de mieux dormir, d'être moins stressé, d'être moins malade, en faisant des économies d'échelle pour que tout le monde aille mieux, y compris la société. Donc on a envie de dire, qu'est-ce qu'on attend? C'est ça, il paraît qu'en plus... Inscrivez-vous à la fédération. Il y a quelques personnes en ce moment haut placées. Il y a quelques personnes en ce moment haut placées qui cherchent comment faire des économies. Donc, voilà, on a une piste intéressante. Ce n'est pas une dépense que d'investir dans le sport, c'est un investissement. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Si vous développez une infrastructure, une fédération, un réseau, que les gens se mettent à être moins malades, finalement, vous ferez des économies d'échelle. Alors on arrive bientôt à la fin déjà, mais il y aura plein d'autres rendez-vous, donc on pourra développer plein de sujets. Émilie va m'en vouloir si je ne pose pas une question sur l'ARN messager. Parce que ce mot-là, je le connaissais, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de cancer? On a parlé d'épigénétique, la façon de réguler les gènes. Voilà. Et dans les manières de réguler les gènes, on en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la méthylation. Je vous fais grâce de tous ces mots barbares. Et il y a des petites substances qui s'appellent ARN messager. C'est des substances, on en connaît 1 millier. C'est des assortiments de ce qu'on appelle les bases, les paires de bases qui forment l'ADN. Et en fait, ces protéines, elles viennent se fixer sur un gène en lui disant « tais-toi » ou « réveille-toi ». Et donc, on a commencé à voir qu'il y avait des processus en fonction de ce qu'on mangeait, CF, le régime crétois, ou en fonction de sa manière de bouger, qui augmentaient les taux d'ARN messager, donc les signaux qui vont permettre aux gènes de se réguler et d'avoir ou de ne pas avoir certaines maladies. Voilà. Donc l'ARN messager, c'est un messager.
D'accord, écoutez, on va écouter ces messages avec attention. Alors, sur votre compte Instagram de l'Institut Raphael, il est écrit « Écrivons ensemble la santé de demain ». Ce mot « ensemble », vous le partagez tous? Complètement. C'est d'ailleurs dans le titre même du projet sportif fédéral qu'on porte sur cette mandature et qui va perdurer, puisque j'ai l'honneur de me représenter, en tout cas pour la prochaine mandature. Non, ensemble, c'est vraiment cette notion de collaboration et de synergie qui doit se faire entre tous les réseaux. Donc on a parlé de la santé, du ministère de la Santé tout à l'heure, du ministère des Sports. Voilà, je crois qu'on a tous intérêt, en tout cas, à travailler ensemble sur ces thématiques, bien sûr. Cette globalité, on reprend encore la philosophie de votre institut. Oui, désiloter, intégrer. Chacun doit savoir ce qu'il ne sait pas. Il n'y a pas un médecin qui lit les 3000 articles scientifiques qui sont publiés chaque jour. On a besoin les uns des autres. Et puis vous pouvez avoir un super diagnostic, mais l'aide-soignante qui va venir poser la main et rassurer la patiente derrière, elle va des fois avoir plus d'impact. Donc on est le maillon d'une chaîne qui nous dépasse. Et notre projet personnel d'épanouissement, il doit intégrer un projet collectif qui nous dépasse, dans lequel on s'intègre. Et c'est vrai que si tous les acteurs, il y avait un fil directeur qui les faisait collaborer pour les synergies d'action, alors on aurait un patient au centre en meilleure santé. Donc il ne faut pas découper le patient en rondelles et le laisser se débrouiller. Il faut qu'on tourne tous autour de lui. Nous sommes donc appelés à nous revoir sur ce thème du sport santé. Hein. Vive le sport, c'est un célèbre animateur qui autrefois en avait fait son slogan. Donc vive le sport. Petit mot, on l'a dit, Alain, à l'Institut Raphael, ça fonctionne par des dons. C'est une structure privée. Les soins sont pris en charge. Donc c'est l'occasion de faire passer un message. Exactement. Parce que c'est le nerf de la guerre. Comme toutes les associations, en fait, à but non lucratif, on essaye d'être ouvert pour tous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de financiarisation des parcours en santé et d'accompagnement, mais on ne voulait pas faire d'exclus. Donc on a décidé d'offrir tous les soins gratuitement à chaque patient. Et donc on fait appel à la générosité des mécènes, ceux qui veulent faire des dons. Et puis il y a tous les partenaires qui peuvent partager ces valeurs et aider la cause à se développer, et pourquoi pas faire des petits. Écoutez, voilà, il y a une page qui est ouverte sur le site de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. J'ai réussi encore une fois. Yes. C'était le défi du jour. Merci à vous quatre, c'était un vrai moment. Et puis, on se retrouve très vite pour évoquer d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Merci.